Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance de pause pour les actions européennes notamment. Petite baisse aujourd'hui pour les principaux indices actions en Europe et un CAC 40 qui repasse sous les 6900 points, autour de 6860 points. Petite pause effectivement légitimée par un début d'année plus que solide sur les marchés actions européens notamment, puisqu'on a vu des performances déjà à plus de 5% sur les premières séances de bourse de l'année. Jusqu'à hier notamment, le CAC 40 a pu gagner jusqu'à 7% depuis le 1er janvier en moins de 7 séances pour dire les choses. Petite pause donc légitime aujourd'hui avec quand même un message de service qui ne passe pas inaperçu, celui envoyé par les équipes de prévision économique de Goldman Sachs aujourd'hui, qui annule purement et simplement la récession qui était prévue en zone euro pour cette année 2023. Goldman Sachs a relevé ses prévisions de croissance pour l'ensemble de la zone euro à plus 0,6% pour l'ensemble de l'année 2023, quand Goldman Sachs visait précédemment une contraction de 0,1% pour le PIB de la zone euro annuelle. Tous les trimestres seront positifs, c'est ce qui est prévu désormais par les prévisionnistes économiques de Goldman Sachs. Au-delà de la prévision spécifique de Goldman Sachs, c'est bien l'idée que la crise énergétique notamment, qui était tant redoutée en Europe, n'aura pas lieu pour cet hiver et peut-être même pour le prochain. C'est l'idée sur laquelle certains investisseurs sont en train de capitaliser aujourd'hui et qui justifie sans doute le mouvement qu'on a pu observer ces derniers jours, très profitable encore une fois au marché actions européen. Nous discuterons de tout cela dans un instant avec Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management, qui sera avec nous par téléphone. La journée sera relativement calme sur le front des statistiques économiques. Le point d'orgue de la semaine, vous le savez, ce sera jeudi avec la publication de l'inflation américaine pour le mois de décembre. En attendant, parole aux banquiers centraux avec le symposium de la Riksbank, la banque centrale de Suède, qui va réunir un grand nombre de banquiers centraux de premier plan aujourd'hui, et des prises de parole attendues de la part de Jérôme Powell pour la Réserve fédérale américaine, d'Andrew Bailey pour la Banque d'Angleterre, de Klaas Knot par exemple pour la Banque centrale européenne, ou encore d'Haruhiko Kuroda pour la Banque du Japon. Voilà donc ces différents banquiers centraux qui s'exprimeront au cours des prochaines heures. Et dans ce contexte, nous évoquerons les grandes perspectives 2023 sur le plan des marchés bien sûr, mais également sur le plan de l'industrie de la gestion d'actifs. Ce sont les équipes de Mercer France qui nous accompagneront pendant cette demi-heure. Nous allons retrouver Boutros Thierry, le responsable des solutions d'investissement de Mercer France, avec nous en plateau. Mais d'abord, quelques commentaires sur l'ambiance de début d'année sur les marchés et les évolutions de l'environnement macroéconomique qui sont assez spectaculaires. Nous en parlons avec Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je le cite sous forme d'exemple parce que ce sont les forecasts qui marquent cette journée sur les marchés. Les prévisions de Goldman Sachs qui annulent purement et simplement, je le disais, la récession en zone euro prévue pour 2023. Derrière les prévisions spécifiques de la banque d'affaires américaine, Juliette, il y a quand même l'idée que le crash économique qu'on pouvait redouter pour l'Europe notamment, il y a encore quelques mois à peine, ce crash économique n'a pas eu lieu et n'aura peut-être sans doute pas lieu au cours de cette année 2023. Oui, tout à fait. Les dernières données qu'on a renforcent la probabilité d'un scénario où les banques centrales réussissent le soft landing, même si on n'est pas totalement sûr d'échapper à la récession. Il y a d'abord eu les nouvelles en provenance de Chine et l'annonce de la réouverture chinoise en fin d'année 2022. On a vu aussi le retour d'un certain pragmatisme du côté des autorités chinoises avec des mesures de soutien au secteur immobilier qui ont été annoncées la semaine dernière. Ensuite, il y a évidemment
évidemment le ralentissement de l'inflation assez net aux États-Unis, avec quelques surprises positives en ce sens. En Europe, la tendance n'est pas encore clairement établie, puisqu'on sait que on peut avoir une résurgence d'inflation en début d'année avec des rehaussements de prix de l'énergie dans un certain nombre de pays européens. Mais si on regarde les prix de gros en Europe, c'est vrai qu'on a eu des très fortes baisses des prix du gaz, de l'électricité, qui sont revenus sur les niveaux qu'on avait avant la guerre en Ukraine. Et puis, du côté des stocks aussi, on a plutôt des bonnes nouvelles avec des pays européens qui ont restocké du gaz à cette période de l'année, ce qui est complètement inhabituel. Et donc, on voit le risque de pénurie cet hiver, voire l'hiver prochain, s'estomper. Et donc, ça aussi, c'est un élément très positif. Et puis il faut noter aussi que du côté des données macro, les enquêtes de conjoncture sont passées en zone de contraction en toute fin d'année et on a quand même une relative résilience. Je pense par exemple au marché de l'emploi qui sont plutôt bien orientés. Et puis en Europe, on est toujours au plus bas du taux de chômage depuis la création de la zone euro. Donc ça aussi, c'est un facteur de soutien. La crise économique, la crise énergétique, Juliette, c'était le risque majeur, le risque principal. Ce risque s'était effacé de manière spectaculaire. Vous avez cité le niveau de stockage de gaz aujourd'hui en Europe, qui est autour de 85%, je crois peut-être même jusqu'à 88% dans un pays comme l'Allemagne. Alors, il y a le facteur météo, qui est le facteur chance, effectivement, dont on bénéficie aujourd'hui, si je puis dire. Mais il y a quand même aussi cette adaptation des organisations et des industries. Je regardais encore le niveau de production industrielle en Allemagne aujourd'hui, qui est équivalent à celui du 4e trimestre 2021, alors que la consommation de gaz des industries en Allemagne a chuté de 20-25% à un certain stade de l'année 2022, Juliette. C'est quand même spectaculaire. Oui, tout à fait. Il y a eu une adaptation. Alors, il y a quand même quelques secteurs qui ont été très touchés. Je pense par exemple à la chimie, où la production a un peu rebondi sur le mois de novembre, mais avant, elle était quand même très dégradée par rapport à son niveau de début d'année. Il faut aussi noter, dans le cas de l'Allemagne, le plan de soutien massif qu'a mis en place le gouvernement allemand, avec des aides aux entreprises et notamment aux entreprises énergivores qui sont assez substantielles. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une adaptation, mais je dirais que cette crise de l'énergie, elle a aussi été très largement atténuée par les mesures prises par les gouvernements, à la fois pour les ménages et les entreprises. Si le risque énergétique n'est plus le premier risque ou le risque principal pour les économies de la zone euro, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de risque, j'imagine, Juliette. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que le risque de surréaction de la politique monétaire en zone euro devient un risque important désormais, s'il y a cette résilience de l'activité qu'on peut constater objectivement et qu'on peut prolonger peut-être sur les prochains trimestres? Qu'est-ce que ça implique pour la Banque centrale européenne, par exemple? Alors c'est vrai que le risque énergétique a baissé en intensité. Alors après, évidemment, il y a toujours le risque autour de l'inflation et son rythme de ralentissement. On voit quand même que ça pèse assez fortement sur la confiance des ménages. Ça pèse aussi évidemment sur la consommation. Et le risque qu'on a, tant qu'on n'a pas atteint le pic et qu'on n'a pas entamé une décélération claire, c'est-à-dire y compris aussi de l'inflation sous-jacente, on a un risque d'un durcissement monétaire qui va au-delà des anticipations de marché. Et puis, on sait aussi par des études de la Fed que l'impact des resserrements monétaires se voit en majeure partie 12 à 18 mois après l'initiation du mouvement de hausse. Donc, c'est vrai que je dirais que pour l'Europe, où le resserrement monétaire a commencé plus tard, on n'est pas encore au moment où il joue pleinement ses effets sur l'activité. Donc, c'est vrai qu'il faut être prudent. On a quelques bonnes nouvelles récemment, mais ça ne veut pas dire que
du côté de l'inflation et du côté des politiques de banque centrale, on n'a pas des surprises à venir dans les semaines ou les mois qui viennent. Sur la partie américaine et sur ce front de l'inflation notamment, Juliette, on a le sentiment quand même que la partie est un peu plus avancée pour la Réserve fédérale américaine. On aura l'inflation américaine pour le mois de décembre qui sera publié ce jeudi à 14h30, le fameux CPI. Je rappelle juste que le pic global d'inflation aux États-Unis, il a été atteint à 9,1%. Il date du mois de juin 2022. On commence à avoir une véritable tendance de plusieurs mois et de quelques trimestres maintenant à la désinflation que le marché attend de se voir encore confirmer avec le chiffre de jeudi, Juliette. Oui, tout à fait. On attend donc une inflation pour le mois de décembre à 6,5% après 7,1% pour le mois de novembre. Alors, il y a quand même côté américain, il y a plus de visibilité puisqu'on sait qu'il y a quand même des composantes comme l'assurance santé, le prix des véhicules, l'alimentation, l'énergie qui vont continuer à attirer l'inflation globale à la baisse. Et donc, c'est vrai qu'on a plus de visibilité de ce côté-là. Alors après, quand même, les anticipations de marché on voit les Fed Funds un peu en dessous encore de 5%, ce qui est encore inférieur au dot plot de la Fed. Donc là aussi, on a encore des discours, hier encore, de deux membres de la Fed qui déclarent qu'il faudra que la Fed remonte au-dessus de 5% avant de faire une pause et de les maintenir à ce niveau-là pendant un moment assez long. Donc le marché est encore un peu en dessous de ce que nous disent les banquiers centraux et je pense que l'intervention de Jérôme Powell cet après-midi sera intéressante en ce sens. Ce sera la première prise de parole de Jérôme Powell pour cette année 2023, bien sûr. Sur le plan des marchés, Juliette, comment vous analysez la dynamique qu'on observe depuis le début de l'année, mais qui finalement est une réactivation de ce qu'on a pu observer sur les derniers mois de 2022, à partir du mois d'octobre. On a vu les actions européennes redémarrer de manière spectaculaire, suivies à partir du mois de novembre par les actions chinoises. Ces deux marchés, sur le plan boursier, surperforme désormais la partie américaine qui reste plombée en tout cas jusqu'à présent. Comment vous analysez encore une fois cette dynamique de marché? Qu'est-ce que ça implique également dans l'évolution des allocations d'actifs que vous pilotez? Alors, on a été vraiment étonné par la rapidité du mouvement qu'on a depuis le début de l'année. On est plus constructif sur les marchés actions et donc on remonte graduellement nos expositions, notamment sur l'Asie, et sur les émergents. C'est vraiment un pari qui nous paraît intéressant pour cette année 2023. Sur l'Europe, on se pose des questions puisque c'était quand même une surpondération par rapport aux autres zones qu'on a eues pendant quelques mois, qui a bien fonctionné l'année dernière, mais il y a peut-être plus de surprises à attendre côté BCE que côté Fed et on aura peut-être un peu plus de prudence sur l'Europe dans les semaines qui viennent. Et côté obligataire, on a remis aussi un petit peu de sensibilité et on aime bien le crédit investment grade, donc de bonne qualité. Et puis on regarde aussi un peu les obligations émergentes dans une optique de rendement. Et puis il nous semble aussi qu'après la très forte correction des devises l'année dernière, il y a peut-être quelque chose aussi à jouer cette année. Avec peut-être le début d'une tendance à la détente du dollar. Là aussi, c'est quelque chose qu'on suit depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. On voit l'euro-dollar qui est remonté assez nettement au-delà de 1,07 en ce début d'année 2023. Merci beaucoup Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone pour cette analyse de marché de ce début d'année tonitruant, rappelons-le, sur les marchés actions européens notamment. Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management qui était avec nous par téléphone. Prenons un peu de distance à présent par rapport à la situation actuelle qu'on vient de décrire. On est évidemment dans le moment clé, propice à la réflexion, aux perspectives, à la prospective également.
tant sur le plan des marchés que sur le plan des évolutions de l'industrie de la gestion d'actifs. C'est l'exercice annuel auquel se prêtent les équipes de Mercer, et le directeur des solutions d'investissement de Mercer France est avec nous en plateau. Boutros Thierry, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Boutros. Ravi de vous retrouver pour cet exercice traditionnel des prévisions 2023, on va le dire comme cela. Beaucoup se réfèrent évidemment aux années 70 pour essayer de comprendre ce qu'on a vécu déjà ces dernières années, ces 2 dernières années pour dire les choses, et essayer d'imaginer les développements des prochaines années. Est-ce que le monde a réellement changé? Si oui, dans quelle mesure? Vous avez également travaillé sur ce parallèle. Au sein des années 70, il y a une année qui a été identifiée comme étant une année charnière, l'année 73. Qu'est-ce que l'année 73 nous apprend? Quels sont les enseignements que l'on peut en retirer? Sachant que si l'histoire rime parfois, elle ne se répète pas toujours forcément point par point, Boutros. Oui, on peut s'inspirer de ce qui s'est passé. On a choisi pour 2023 se focaliser 50 ans en arrière. On parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Pas beaucoup de professionnels de l'investissement étaient aux manettes en fait il y a 50 ans. Pourquoi on a choisi cette période-là? Vous citiez 73. En réalité, c'est une période qui a commencé en 68-69 par une pandémie, qui est la grippe hongkongaise, suivie de tensions géopolitiques avec la guerre du Kippour, suivie d'un crack au niveau énergétique, le premier crack énergétique, et bien sûr suivi par de l'inflation. Donc bien entendu, cette année 73 est importante par rapport au choc pétrolier, mais ce qui est troublant, c'est la succession de ces événements qui rappellent de manière assez forte les trois années qu'on vient de vivre, et on peut s'en inspirer. Bien entendu, pour essayer de transcrire ce qui va se passer. Alors, pas à court terme, vous venez de parler de l'inflation et de la croissance, on va en parler, mais plutôt à long terme. Un facteur clé pour faire le parallèle entre ces 2 périodes-là, c'est bien sûr l'inflation, mais à long terme, où 50 ans en arrière, on avait eu un pic d'inflation suite au choc pétrolier, mais le pic réel était intervenu en 81 avec 14% d'inflation. Bien sûr. Donc on parlait tout à l'heure de 9% sur certains pics en 2022, sur une année complète, on n'est pas du tout à 9%. Donc théoriquement, on pourrait avoir une augmentation très forte et durable de l'inflation. Et on voit bien que toutes les perspectives actuelles se focalisent sur ce critère clé d'inflation qui va entraîner derrière toutes les notions de croissance, de choix des banques centrales. Et c'est le risque principal d'ailleurs qui est mis en avant aujourd'hui par les banquiers centraux, le risque de relâcher trop tôt les efforts, comme ça a pu être le cas, une des erreurs effectivement de la politique monétaire dans les années 70, qui a obligé derrière effectivement à durcir le ton au carré d'une certaine manière pour lutter contre une inflation qui, après avoir commencé à baisser un peu, était repartie en flèche à la hausse. Oui, et puis je vous invite et j'invite tout le monde à regarder finalement les courbes d'inflation et de taux. On voit bien que cette évolution de 4-5% d'inflation à 14%, donc c'est le pic absolu des 70 dernières années, ne s'est pas fait de manière linéaire. Non. Et donc ce sera certainement le cas encore cette année et les années suivantes. Si on arrive à maîtriser bien sûr déjà la crise énergétique avec la crise en Ukraine sur les tensions avec la Russie, mais aussi beaucoup d'autres facteurs, sachant qu'on sait que l'inflation est un phénomène qui s'auto-alimente. Et donc s'il s'auto-alimente, il devient difficilement contrôlable, là où les banques centrales ont beaucoup moins de marge de manœuvre qu'il y a 50 ans. Bien sûr. Et donc, vous faites partie de ceux chez Mercer qui êtes convaincus qu'effectivement, on a structurellement changé de régime d'inflation. On espère évidemment que l'inflation ne va pas rester globalement à 10% comme aujourd'hui, mais que même dans les prochaines années, il y aura toujours un risque inflationniste plutôt à la hausse par rapport à ce qu'on a vécu sur les 10-15 dernières années. Alors, on ne prédit pas un cycle d'inflation linéaire, similaire à ce qui s'est passé, ni non plus une inflation à 14%. Bien entendu, on regarde les indicateurs à court terme et à long terme comme tout le monde. En revanche, c'est un critère clé pour construire des portefeuilles alloués à long terme. Et pas justement sur un scénario central. Donc ça, c'est une chose aussi que l'on a beaucoup faite ces dernières semaines dans nos réflexions et qu'on va poursuivre, c'est s'inspirer du passé pour dire attention, il pourrait y avoir un régime d'inflation élevé durablement, mais il ne faut pas orienter toutes les constructions de portefeuille sur une allocation de scénario central, parce que ça peut être très dommageable
pour beaucoup de classes d'actifs et pour finalement les objectifs qu'on se fixe. La réalité du cycle économique dans lequel on est, c'est aussi la réalité de la transition ou des transitions qui sont des défis globaux pour l'ensemble de la planète, la transition écologique, la transition démographique, on en parle peut-être assez peu, mais il y a un sujet mondial effectivement sur la démographie aujourd'hui, et puis l'aspect social de ces transitions, la transition sociale qui doit accompagner effectivement ces transitions économiques. Comment est-ce que ces défis-là, comment est-ce que vous les intégrez justement au schéma et à la réflexion prospective que vous pouvez avoir pour cette année et les prochaines? Oui, on est toujours macro compte tenu de notre façon de gérer, on est indépendant, on sélectionne des spécialistes et on n'a pas de biais, on n'a pas d'équipe interne à favoriser parce qu'on a une expertise historique qu'on souhaite réutiliser quel que soit le contexte de marché. Le thème de la transition ou des transitions, c'est le deuxième thème qu'on développe cette année qui justement fait référence au premier thème de similitude avec les 50 dernières années. Dans ce flot d'incertitudes, s'il y en a bien une qui est présente, il ne faut jamais être complètement certain, mais il y en a une qui ressort clairement, c'est la nécessité d'une transition. Et justement, les 3 dernières années ont renforcé encore ces thèmes-là, ces thèmes de la transition énergétique, de la transition d'infrastructures, du besoin d'innovation. Et donc, en ce début d'année et pour les années suivantes, le fait de capitaliser sur ce thème des transitions au pluriel est important. Donc, quand on va dans le détail, on retrouve les thèmes que vous avez cités, de transition énergétique avec des besoins d'infrastructures, de transition logistique, de nouveau avec de l'infrastructure, du financement de ressources naturelles, et puis des thèmes d'innovation et d'impact qui font du coup beaucoup penser à l'intérêt du non-coté. Quand on prend impact et innovation, rapidement, on se rend compte que les segments non-cotés vont pouvoir répondre à ces problématiques de nouvelle croissance, d'exposition au thème de l'inflation, mais positivement. Et donc, tout ce thème de la transition est capital pour cette année, encore une fois. Bon, c'est un thème qu'on a déjà évoqué avec vous, mais pourquoi est-ce que le thème des transitions tel que vous l'avez défini, pourquoi est-ce que l'investissement dans le non-coté vous permet, selon vous, d'y répondre mieux peut-être que les solutions d'investissement qu'on peut trouver dans les marchés de capitaux liquides, par exemple? Alors, il y a des thèmes d'évolution de la société. La société a besoin de se renouveler, les modes de consommation, les modes de construction. De production, bien sûr. Les chaînes logistiques sont durablement affectées, elles vont changer. Et donc, pour répondre à ces nouveaux besoins, l'innovation est clé. Et quand on veut investir dans l'innovation, on le fait sur des petites sociétés qui sont innovantes. On a parlé de ce qui s'est passé sur le venture capital et les stratégies growth l'année dernière qui ont beaucoup souffert. Mais à terme, c'est des segments de marché qui seront clés parce que c'est ceux qui permettent de financer l'innovation et accessoirement qui ne sont pas dépendants des effets de levier et du financement en dette, là où les taux vont être plus importants. Donc c'est des stratégies qui pourront être regardées dans leur utilité par rapport au changement de la société et puis dans leur capacité à délivrer du rendement et de la diversification. Et ça veut dire que ce sont des stratégies, le non-coté, qui sont amenées à prendre de plus en plus de poids encore dans les allocations globales et des grands investisseurs et pourquoi pas des investisseurs privés également. Bien sûr, tout à fait. Quand on regarde, là, si on revient aux perspectives, un exercice qu'on a tous fait, on regarde toutes les grandes maisons, leurs publications, il y a un sentiment un peu optimiste ou de retour à la normale. Donc les headlines, c'était le retour de l'obligataire, le retour du portefeuille 60-40, la lumière au bout du tunnel. Bien entendu, il y a cette volonté d'être optimiste pour les grandes maisons, mais qui veulent aussi, je le disais, nous on est indépendants, qui veulent surtout réutiliser leurs moyens de gestion qu'ils avaient parfois pas forcément mis de côté, mais qui étaient moins efficients dans une période de troubles au niveau taux et obligataire. Notre vision sur le non-coté, pour répondre à votre question, c'est qu'il va être clé. Donc il n'y a pas de retour à la normale, selon nous, dans les allocations, où on reviendrait sur une allocation classique, obligataire-action, parce que les taux sont hauts, parce que la décorrélation entre actions et taux va marcher à plein. C'est pas vrai. Si l'inflation persiste, oui, la corrélation entre les actions et les taux sera très forte et ce sera très dommageable pour des portefeuilles qui ne sont pas diversifiés. Donc attention au mirage du retour du 60-40, effectivement, pour simplifier un peu le discours, mais c'est quand même cette idée-là oui, et puis au fond. Avec une vision large ouais, et avec les outils qui sont ceux d'aujourd'hui, contrairement à ceux d'il y a 50 ans,
où les marchés financiers ne sont pas les mêmes qu'il y a 50 ans. On a beaucoup plus de marchés non cotés, les hedge funds sont beaucoup plus importants, et les outils dont on a à disposition sont certes plus complexes, mais permettront de diversifier les portefeuilles. C'est ça qui est assez paradoxal, effectivement, dans alors, ces headlines que vous résumez, le retour de l'obligataire, le retour du 60-40. On a l'impression qu'on se réfère à une solution d'investissement finalement très simple, très facile, très pratique, qui a excessivement bien fonctionné, il faut le dire, pendant au moins une dizaine d'années, en tout cas dans le cycle précédent, alors même que la boîte à outils de l'investisseur n'a jamais été aussi remplie de solutions d'investissement très différentes les unes des autres. On l'a cité avec le non-coté, mais ça ne se limite pas juste au non-coté. Beaucoup de solutions aujourd'hui, qu'on n'avait pas d'ailleurs dans les années 70, j'imagine, pour reprendre le parallèle. En 70, bien entendu, l'industrie des hedge funds n'existait presque pas. Le non-coté existait, bien entendu, mais était réservé à une toute petite partie des investisseurs, et même les institutionnels eux-mêmes n'utilisaient pas ces outils-là. Donc bien entendu qu'aujourd'hui, on a une panoplie beaucoup plus forte, et on a surtout aussi des marchés beaucoup plus complexes. Il ne faut pas faire du non-coté parce qu'on a simplement la possibilité d'en faire. Quelle est l'utilité du non-coté ? J'ai cité quelques exemples tout à l'heure. C'est de s'indexer à de nouvelles sources de croissance, là où le marché boursier s'intéresse globalement sur sa croissance. S'indexer positivement à l'inflation, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis participer à financer de nouveaux segments qui sont utiles pour la société. Donc, pour toutes ces raisons, les marchés non cotés vont permettre d'apporter quelque chose au niveau des marchés non cotés, à la fois de manière tactique et long terme. Tactiquement, les millésimes post-crise se comportent en général très très bien, là où les millésimes pré-crise en général se sont déployés sur des valorisations beaucoup plus élevées. Donc statistiquement et puis de manière très simple, il y a des millésimes qui se comportent bien en général. Et puis à long terme, on en parlait déjà l'année dernière, un des thèmes qu'on avait et qui est encore plus fort aujourd'hui, c'est de rendre les portefeuilles moins dépendants des décisions des banques centrales à court terme. On a nos visions sur ce qu'on veut faire les banques centrales, toutes les grandes maisons les ont. Mais on l'a bien vu, et vous l'avez cité avec les perspectives de Goldman Sachs, tout peut changer en quelques semaines. Quand on fait de la prospective, on ne le fait pas à quelques semaines, on le fait à 3-5 ans. Donc on ne peut pas se permettre de changer semaine après semaine de vision de marché. Sur le plan du non-coté, on est déjà dans le post-crise ou pas encore bonne question. Encore faut-il qu'on soit post-crise. Même sur les marchés cotés, pour certains, c'est pas encore évident qu'on en soit sorti. Donc, oui, c'est une excellente question parce que. Où est-ce qu'il faut attendre le millésime 2024 ? Voilà, exactement. Il faut encore définir à quel moment on sort de la crise. Factuellement, on n'a pas encore toutes les valorisations des marchés non cotés. Donc, ils ont été préservés pour l'instant, parce qu'ils ont bénéficié de valorisations qui n'ont pas encore été réajustées. Donc on ne peut pas encore dire que les valos des fonds non cotés ont bougé. En revanche, les valorisations d'entrée par les fonds de private equity, les fonds d'infrastructure, sont déjà réajustées. Alors le marché s'est calmé aussi parce qu'il y avait un assèchement de la dette, donc au niveau du buy-out par exemple, mais globalement les transactions qu'on a vues post-crise, c'est des crises multiples, mais post-juin 2022, elles intègrent déjà, sont déjà la réalité. Et donc, tous les fonds qui vont lever des actifs et investir aujourd'hui auront comme référence ces nouveaux points de valorisation. Donc, c'est un bon point de référence pour estimer que les entrées, les valorisations d'entrée sont déjà plus acceptables. Merci beaucoup Boutros d'être venu développer ces pistes et ces perspectives en matière d'investissement avec cet exercice de réflexion prospective que les équipes de Mercer mènent chaque année. Évidemment, Boutros Thierry, le directeur des solutions d'investissement de Mercer France, était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.